une semaine aujourd'hui, mais nous ne sommes pas à la même heure. Le samedi, aux alentours de 20 h, des hommes en tenue de police, se disant mandatés par le commissariat du 30e, sont arrivés donc au domicile du professeur Bamba Morifere. Ils ont réussi à rentrer dans ce domicile, donc ils étaient dans la cour, une vingtaine, et il y en avait le même nombre à l'extérieur du domicile. Et ils sont donc venus l'auditionner, nous ont-ils dit. Naturellement, étant présente au domicile au moment des faits, je me suis opposée en indiquant que j'étais donc son avocate et puis je voulais avoir une convocation de ces hommes habillés en tenue de police. Je le rappelle, c'est très important. Évidemment, ils n'avaient aucun document. Ils n'ont pas été capables de me produire le moindre élément. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu des instructions. Je leur ai fait comprendre que ces instructions ne pouvaient pas être verbales parce que nous étions dans le cadre d'une enquête peut-être. En tout cas, je ne savais même pas dans quel cadre on était. En tous les cas, ce n'était pas possible de recevoir en la matière une instruction verbale. Après des discussions, ils se sont rebroussés chemin. Le lendemain, dimanche, aux alentours de 19 h 30, ils sont allés donc au domicile secondaire du professeur Bamba Morifere. Et je rappelle qu'il était libre de ses mouvements, donc il n'avait pas à s'inquiéter outre mesure, n'est-ce pas, pour sa sécurité, son intégrité physique. Donc c'est fort de tout cela qu'il était dans un domicile secondaire et que cette police, ces hommes habillés en tenue de police sont allés à cette résidence secondaire avec des cagoules et ont donc enlevé le professeur Bamba Morifere. De 19 h 30 au moment de son enlèvement jusqu'à 19 h 45, jusqu'à 21 h 45, nous n'avions aucune nouvelle de lui. Je rappelle par rapport à la veille, donc au samedi, que lorsque ces hommes sont partis, nous avons tenu à nous adresser donc au commissariat du 30e pour vérifier si c'était lui qui était donc à la base de cette incursion au domicile du professeur Bamba Morifere. Attache prise donc avec le commissaire Cissé Mori, il nous informe donc à mon confrère maître Souleymane Diallo qui l'a appelé, il informe qu'il non seulement il n'est pas au courant de cette information, et il n'a mandaté personne pour aller au domicile donc dit. Et il a rappelé que le domicile du professeur Bamba Morifere se trouvait dans son champ territorial. Donc je tenais à faire cette précision. Donc de 19 h 30 à 21 h 45, dans la soirée donc, du dimanche, nous n'avions aucune nouvelle de lui, jusqu'à ce que nous soyons appelés par le préfet donc, de la police d'Abidjan, qui nous a dit que le professeur Bamba Morifere se trouvait donc dans ses locaux et qu'il fallait qu'on vienne le chercher. C'est ce que nous avons fait. Donc nous l'avons conduit à son domicile. Évidemment, nous avons rappelé ces violations graves qui ont été perpétrées contre le professeur Bamba Morifere, la violation de son domicile qui jouit d'une protection absolue, n'est-ce pas, protégée même par la Constitution, mais son domicile a été violé par des hommes donc en tenue de police. Et je rappelle que le samedi, ils étaient quand même, il y avait 2 cargos de ces hommes qui étaient à l'extérieur. Pourquoi faire? On ne sait pas. Ensuite, le dimanche, quand ils ont fait cette incursion à la résidence secondaire du professeur Bamba Morifere, ils y ont trouvé sa sœur. Vous imaginez les scènes de cris, les enfants, ils avaient des armes de guerre. Bon, c'est vraiment extraordinaire pour aller enlever une personne. Pourquoi, de quoi l'accuse-t-on? Jusqu'à ce moment-là, nous n'en savions rien. Le préfet, donc, lorsque nous sommes allés chercher M. Bamba Morifere, le professeur Bamba Morifere nous a dit que nous avions une audition le lendemain, donc lundi. Non, pardon, pas le lundi, le jeudi à 9 h. Nous, le lundi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous nous sommes rendus chez le procureur général, auquel nous avons relaté tous les faits, et nous nous sommes évidemment indignés par rapport à cela, et nous avons fait une protestation. Nous avons ensuite adressé un courrier au ministre de l'Intérieur, courrier
que nous avons ensuite mis en application donc, des autorités suivantes, notamment le procureur général, le procureur de la République près du tribunal de première instance. Nous avons adressé en ampliation le même courrier à l'inspection générale de police, au préfet donc, de police qui est chargé des enquêtes. Nous avons adressé ce courrier-là également à la Commission nationale des droits de l'homme, donc vraiment à différentes autorités. Et l'ayant fait, comme je le disais, nous étions donc dans l'attente. Le jeudi à 4h04 du matin, nous recevons un SMS du préfet de police, pas du préfet, du chef du service des enquêtes générales, M. Begromissa, qui nous envoie un SMS libellé comme suit. Le SMS est libellé comme suit. Voilà. Bonjour maître. Compte tenu de certaines contraintes liées au service, la convocation de votre client, Bamba Morifere, est reportée à lundi prochain à 9h. Ce qui veut dire donc au lundi 15 juillet à 9h. Nous recevons ce SMS à 4h07 du matin. C'est important de le dire. À une heure non orthodoxe, pas non ouvrée, hein, on reçoit ce SMS. Qui n'est pas signé. Alors, mon confrère qui reçoit ce SMS, à son réveil, envoie un message aussi pour dire mais de qui est ce SMS? Et c'est là que nous recevons un message nous disant ce SMS est signé donc de M. Begromissa pour une convocation lundi à 9h. C'est important de le signaler. Pourquoi? Dans le même temps que nous attendions effectivement, enfin on est en train de se poser des questions, à 15h ce jeudi, où nous devions être à une audition, ce jeudi-là à 15h, on reçoit une convocation. Voici la convocation. Nous recevons une convocation qui nous informe que le ministère public, dans une affaire du ministère public contre M. Bamba Morifere, ce dossier sera évoqué le vendredi 12 juillet 2019 à 15h30 à l'audience de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui se tiendra à la salle d'audience de la Cour suprême à Cocody rue Jacques-Aka. Alors, jusqu'à ce moment-là, comme je vous dis, nous n'avions aucune information des charges qui étaient retenues contre nous, contre notre client, on va dire, parce que l'avocat se met à la personne, se projette sur la personne donc, de son client qu'il défend. Donc nous n'avions aucune information sur ce qu'on nous reprochait. Naturellement, le vendredi, nous nous rendons à cette audience, d'abord par courtoisie et respect, parce que nous sommes des avocats, nous sommes convoqués à une audience devant une auguste assemblée, n'est-ce pas, la Cour de cassation, nous nous y rendons. Et je signale, dans le même temps, vous le savez déjà, que nous sommes plusieurs avocats dans ce dossier. Il y a donc Maître Diallo Suleiman du barreau d'Abidjan, Maître Zinta Ouattara du barreau d'Abidjan, du même cabinet Diallo associé. Et nous avons Maître Boukounta Diallo, qui était un confrère du Sénégal, qui s'est joint à nous dans la procédure, et moi-même. Bon, on aura probablement d'autres confrères qui vont se joindre dans la procédure parce que nous sommes en train de constituer un collectif d'avocats, comme vous le savez. Alors, donc, nous nous rendons à cette audience donc, du vendredi. À cette audience, parole a été donnée au procureur de la République, enfin, pas au procureur de la République, au parquet général, parquet qui a donc invoqué le fait que il avait introduit une requête auprès donc, de la Cour de cassation pour des faits qui sont reprochés à M. Bamba Morifere. C'est donc à cette audience que nous allons apprendre les faits qui lui sont reprochés. Et ces faits qui lui sont reprochés, ce sont lesquels? C'est l'incitation à l'insurrection, xénophobie et trouble à l'ordre public pour un meeting qu'il aurait tenu le samedi 6 juillet. Alors, l'audience est tenue. Au cours de cette audience, nous avons plaidé d'abord l'irrégularité de toute la procédure policière et toutes les violations dont a été victime
notre client des violations graves, des atteintes vraiment graves. Nous les avons évoquées. Nous avons également évoqué le non-respect du principe du contradictoire, qui veut que dans une procédure de cette nature-là, qu'on ait quand même des éléments avant d'aller donc à une audience. On n'a pas été informé, on ne savait pas ce qui était reproché à notre client. Je viens de vous relater les faits. Hein. Donc voilà, on l'a évoqué également. Nous avons évoqué le fait que pour nous, en tout cas, la Cour de cassation n'était pas en mesure donc de se tenir en assemblée plénière, dans la mesure où elle n'était pas fonctionnelle. Les dispositions de la loi sont très claires, la loi de 2018, qui indique que la Cour de cassation, il faut qu'elle soit fonctionnelle, il faut que pour son organisation et sa fonctionnalité, il faut que les magistrats soient installés officiellement, ce qui n'a pas été le cas. Donc pour nous, elle n'est pas fonctionnelle. Donc on a évoqué tous ces cas donc, de vice de forme. Bon, on l'a évoqué. Nous avons également évoqué le fait que dans le dossier en lui-même, M. Bamba Mori-Ferré étant donc un ancien membre du gouvernement, il était bénéficiaire de la loi de 2005. La loi de 2005, qui est donc la loi de 2005, du 16 juin 2005, loi numéro 2005-201, relatif donc au statut du chef de l'ancien président de la République, des anciens présidents d'institutions et des anciens membres du gouvernement. Qu'est-ce que cette disposition dit en son article donc 42? Il dit: la poursuite ou l'arrestation de l'ancien membre du gouvernement est soumise à une procédure spéciale. Et il poursuit pour dire: la procédure applicable en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien membre du gouvernement est celle prévue au titre 9 du Code de procédure pénale pour les crimes et délits commis par les magistrats et certains fonctionnaires. L'article 44 dit: les dispositions des articles 6 et 7 de la présente loi s'appliquent mutatis mutandis à l'ancien membre du gouvernement. Ça veut dire s'applique mutatis mutandis par rapport à ce qui a été changé. Ce qui a été changé, c'est que l'article 7 parle d'ancien président de la République. Si je vous le lis comme ça, vous allez le comprendre. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien président de la République. Puisqu'il faut changer, on le change par ancien membre du gouvernement. Il ne peut être entrepris de poursuite contre un ancien membre du gouvernement suivant la procédure de flagrant délit. Donc on ne peut pas poursuivre un membre du gouvernement suivant la procédure de flagrant délit, ce n'est pas possible. Sauf le cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc, un ancien membre du gouvernement ne peut pas être poursuivi suivant la procédure de flagrant délit, hein, sauf cas d'atteinte à la sûreté de l'État. Et vous avez vu que cette loi renvoie aux dispositions du Code de procédure pénale, au titre 9. Et quand on prend le Code de procédure pénale, qu'est-ce qu'il nous dit dans le titre 9? Le titre 9, je vous le montre, et donc parle des crimes et délits commis par des magistrats. Voilà ce que dit le titre 9. Qu'est-ce que dit le titre 9? Je vais vous le lire. L'article 684. Lorsqu'un magistrat est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un délit, le procureur de la République, saisi de l'affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. Donc, il dépose une requête auprès du Conseil supérieur de la magistrature au fin d'être autorisé à engager des poursuites. Et le Conseil supérieur de la magistrature qui est saisi se prononce dans un délai de 15 jours. C'est écrit là. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans un délai de 15 jours à partir de sa saisine. Donc dès qu'il a été saisi, il dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer. Et quand il se prononce, soit il décide de donner l'autorisation ou de ne pas donner l'autorisation en fonction des éléments qui sont en sa possession. Quand il donne une autorisation, c'est lui maintenant, Conseil supérieur de la magistrature, article 685, qui saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière. C'est lui, Conseil supérieur de la magistrature, qui saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.
Vous voyez que c'est très clair. Donc, le mutatis mutandis, c'est valable pour ça. On parle de magistrat. Il faut transformer ça en ancien membre du gouvernement. Donc, les dispositions sont très claires. Et lorsque l'Assemblée plénière de la Cour de cassation est saisie, elle maintenant, à son tour, commet un de ses membres qui va procéder à toutes les instructions nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1 du titre 3 du livre 1 relatif au juge d'instruction. Quand on prend le chapitre 1 du titre 3 du livre 1, il est relatif à tout ce que le juge d'instruction entreprend comme mesure d'instruction. Donc, on est en train de nous dire que pour l'ancien membre du gouvernement, c'est la loi qui le dit clairement, c'est plutôt le membre de la Cour de cassation qui va maintenant agir comme un juge d'instruction, c'est lui qui va instruire le dossier. Et là encore, lorsqu'il instruit le dossier, en cas d'arrestation de cet ancien membre du gouvernement, article 686, le Conseil supérieur de la magistrature, une fois de plus encore, doit donner son autorisation. C'est très important. Or, hier, qu'est-ce que la Cour de cassation réunie à l'Assemblée plénière dit? Elle dit, premièrement, malgré tous nos arguments que je viens de vous relater, elle nous dit, premièrement, on a été bien saisi. Donc, vous voyez, elle a rendu une décision. C'est pour ça que hier, j'ai parlé d'une décision à la Salomon. J'ai été bien saisi. Je décide de renvoyer au tribunal. Pourquoi faire? Nous n'en savons rien. Je renvoie au tribunal. J'ai été bien saisi, je renvoie au tribunal. Mais nous, on dit non, vous avez été mal saisi. Vous n'auriez pas dû être saisi de cette façon-là, puisque le magistrat qui vous a saisi n'était pas habilité à le faire. C'est ce que nous, on lui a dit. Elle nous dit non, j'ai été bien saisi. Donc, si vous avez été bien saisi, est-ce que ça, c'est appliquer la loi? C'est appliquer les règles là que je viens de vous édicter? Pour moi, c'est non. Non. Mais je dis, je renvoie devant un juge, pas un juge, devant le tribunal. Est-ce que là encore, ça appliquer la loi? Je dirais non, puisque je viens de vous dire ce que la loi demande de faire. Donc, au regard de tout ça, naturellement, nous attendons la décision, qui va donc être son arrêt, la décision de la Cour de cassation. Et lorsque nous aurons cette décision-là, nous allons entreprendre d'abord une rétractation parce que nous estimons que nous avons la possibilité donc, de demander une rétractation. C'est que les magistrats reviennent sur la décision qu'ils ont rendue. Ensuite, nous allons évidemment utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition par rapport à la loi, à savoir lorsque nous allons être donc devant le tribunal, on ne sait pas par quels moyens, évidemment, la suite va être entreprise pour ceux qui seront à l'origine de cette poursuite. Et puis nous, on va engager donc la stratégie, et puis donc, enfin déjà arrêter notre stratégie, et puis engager donc les mesures de défense de notre client. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport à tout ce qui s'est passé depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je suis prête pour les questions.